Bonjour, bonsoir mes petits Canadiens de fantaisie et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et je suis accompagné encore et toujours de ma co-animatrice Hélène. Une Canadienne de fantaisie? Oui, pas une Canadienne régulière, de fantaisie. Une Canadienne de choix. Mais non, fantaisie c'est mieux. En tout cas, okay. c'est pour toi si tu veux dire de choix. Mais pour ceux qui comprennent pas, allez écouter notre dernier épisode. Exactement. C'est tout ce qu'on a à dire. C'est ça. On parle l'épisode. On a d'autres choses à dire, là, effectivement, mais d'autres choses à dire par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Un gros épisode, quand même, chargé, où on parle pas nécessairement d'affaires positives. Ben, oui pis non, parce que, je sais pas toi, mais moi, je vais parler de catastrophes qui ont eu lieu, qui, sont des événements négatifs, mais qui ont eu un impact, somme toute, positif, ou en tout cas, qui ont changé un petit peu le monde. OK, bon, effectivement, ça mène à du positif. Moi, il n'y a pas nécessairement de résultats positifs, étant donné que je vais parler de guerres, mais de guerres plus absurdes, donc qui ont été déclenchées par des façons spéciales ou qui sont dans un contexte différent. OK, j'ai hâte de voir ça. Parfait, mais pour voir ça, faut lancer le générique. Ouais. Will, est-ce que tu te rappelles comment tu as trouvé cette idée de sujet-là, des guerres absurdes? Avec un livre que j'ai vu à la librairie qui parlait de guerres absurdes, il y avait une liste interminable, puis je me dis, ça pourrait être bon. J'ai pas acheté le livre, mais je me suis dit que ça pourrait être bon. Moi aussi, ma principale source d'inspiration pour cet épisode-là, c'est un livre. C'est le livre Risques et périls, 50 catastrophes qui ont bouleversé l'histoire. Mm-hmm. Que j'ai lu majoritairement sur la plage parce que oui, moi, en vacances, je lis sur des catastrophes pour me détendre. Oui, écoute, chacun ses façons de se calmer. Tu comprendras évidemment que je ne vais pas parler des 50 catastrophes de ce livre-là. De un, parce que l'épisode serait beaucoup trop long. De deux, parce qu'on n'est pas sur Audible ici. Et de trois, je l'ai dit, ce livre a été une inspiration. Là. Loin de moi l'envie de m'approprier les crédits et d'empêcher l'auteur Florian Guillemin de vivre de son ouvrage, que je vous recommande par contre fortement. Soit dit en passant. Ouais, toi, dans le fond, tu vas parler de certaines de ces catastrophes-là, mais peut-être plus en détail que lui n'en parle dans son livre. Exactement. J'en ai sélectionné deux et pas n'importe lesquels. En fait, des événements catastrophiques, oui, mais qui ont aussi eu un impact, voire qui ont changé un peu le cours de l'histoire, comme je le disais là en prémisse. Donc, la première dont j'ai envie de te parler, c'est le séisme de Lisbonne de 1755. Le 1er novembre 1755, la capitale portugaise, donc Lisbonne, est prise d'un violent tremblement de terre qui aura un impact scientifique et philosophique majeur, mais pas que. Philosophique? Oui. OK. On va y revenir. Je te mets en contexte Tu mets la table. Exactement. À l'époque, Lisbonne, c'est la 4e ville d'Europe en termes de densité, avec une population d'environ 275 000 habitants, ce qui est quand même assez énorme là, pour l'époque, à l'époque. C'est aussi une des plus riches villes en raison de la colonisation du Brésil qui compte beaucoup de mines d'or. Mm-hmm. Puis tu te rappelles que j'ai dit que ça s'est passé le 1er novembre, le tremblement de terre? Oui. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a le 1er novembre? C'est le début du mois de novembre. C'est le début du mois de novembre, mais c'est aussi le jour de la Toussaint. Ah oui, moi, mes fêtes religieuses... C'est ça. La Toussaint, donc la fête des morts dans la religion catholique. Ouais. Donc, c'est la fête, il y a des processions un peu partout en ville, mais vers 9h30, le cauchemar va débuter. Il y a un séisme évalué aujourd'hui à une magnitude de 8,5 à 8,8 sur l'échelle de Richter. Ah ouais, quand même. Qui s'abat sur la ville, pas une fois, pas deux fois, mais bien 3 fois. Jamais 203. Hein? Exactement. Puis il aurait duré environ 10 minutes, là, ce qui est quand même assez long là, pour un séisme. L'épicentre, il est à 200 km au large de l'Atlantique, puis on se rappelle que Lisbonne aussi, c'est sur la côte atlantique, là, si jamais vous n'êtes pas très bon en géographie comme toi, William. Merci. Je sais quand même c'est où le Portugal, là, fait que... Ouais, c'est ça, mais il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Fait que les secousses, elles vont créer un tsunami de 5 à 10 mètres de haut, en plus. Et c'est pas tout. Avec tout ça, les bâtiments vont s'effondrer, évidemment, y compris les cheminées, ce qui va créer des incendies un peu partout en ville.
Fait que ça prendra pas moins de 5 jours pour éteindre les flammes et sauver le peu de ce qui reste de la ville, c'est-à-dire pas mal juste le quartier de Belém, si jamais vous êtes déjà allé à Lisbonne. On estime que 85% de la ville a été rasée et entre 10 000 et 60 000 personnes auraient perdu la vie. Là. On n'est pas capable d'avoir le chiffre exact. Hein? Ben, il n'y avait pas vraiment des recensements à l'époque nécessairement. Non, c'est ça. On se fie un peu à des écrits ici et là, j'imagine. Mm-hmm. Bref, ça va pas bien. Le roi Joseph Ier doit prendre des décisions, puis ça presse. Hein? Mm-hmm. Il décide de laisser la gestion de cette crise et la reconstruction de la ville à son premier ministre, le marquis de Pombal. Mais ce choix-là, ça fait pas l'unanimité parce que, comme tu peux te l'imaginer, le Portugal il est encore très pieux à cette époque. Mm-hmm. Puis Pombal, ben, il est ouvertement athée et il voudrait laïciser le pays. Okay. Un de ces réfractaires, c'est le père Malagrida, un prêtre jésuite revenu d'une mission au Brésil quelque temps avant les événements, puis plutôt respecté aussi là, par plusieurs membres du gouvernement et la population, là, étant donné que c'est un missionnaire jésuite. Puis il était évidemment là, absolument contre la décision de laisser Pombal diriger là, la reconstruction de la ville puis la crise. C'est fou quand même parce que le gars il est là pour aider, mais au final, vu que la religion a l'impact, genre les gens veulent pas qu'il aide nécessairement, c'est fou ça. Comment que ça peut avoir un impact. Puis encore à ce jour, là, il y a des impacts comme ça. Puis ce père-là, donc il avait même annoncé à plusieurs reprises qu'une catastrophe allait s'abattre sur le Portugal parce que justement le pays était gouverné par des hérétiques. Ce qui finirait par attirer la colère des dieux, là, en fait. Ben, de Dieu, j'imagine, dans son cas. Mais... Ben oui, de Dieu dans son cas, mais de manière générale, là. Malagrida, il a aussi publié un texte après l'événement, là, intitulé « Jugement sur la véritable cause du tremblement de terre » qui advint à Lisbonne le 1er novembre 1755. On repassera pour la concision des titres. Oui. Dans lequel il a écrit « Sache, ô Lisbonne, que les uniques destructeurs de tant de maisons et de palais, de tant d'églises et de couvents, l'homicide de tant d'habitants et les incendies qui ont dévoré tant de trésors, ce ne sont pas des comètes, ce ne sont pas des étoiles, ce ne sont pas des vapeurs ou des exhalaisons, ce ne sont pas des phénomènes, ce ne sont pas des contingences ou des causes naturelles, mais ce sont uniquement nos péchés intolérables. » Ah, c'est vrai. Fait que pour lui, la seule façon de calmer la colère divine, ben, c'était de faire une retraite de 6 jours chez les Jésuites. OK. Puis tu peux comprendre que Pombal, il y avait d'autres priorités que de faire une retraite spirituelle, là, c'est-à-dire reconstruire la ville et aider les victimes. Là. Ouais, puis c'est ça, c'est un point de vue de savoir si ça a été causé par ça. Puis même dans son texte, tu sais, tu disais le titre « À revoir », mais mettons, là, il pourrait utiliser d'autres mots que répéter exactement la même chose, chacun des points. Mettons que le vocabulaire, c'était pas sa force. Ouais, mais comme tu le dis, les avis sont divisés. Il y a plusieurs personnes qui voient en cette tragédie une sorte de punition divine en réponse aux péchés qui ont été commis par les humains. Ce qui est normal là, à une époque où la religion occupe une place importante dans la société. Mais 1755, c'est aussi l'époque des Lumières, hein, et donc des idées qui remettent en question ces croyances. Je me permets de citer l'historien Pierre-Yves Beaurepaire qui dit que pour l'Europe des Lumières, l'effet de sidération y est total et le séisme de Lisbonne devient le symbole tout à la fois de la fragilité de la vie, de la puissance dévastatrice de la nature et de l'interrogation sur les ressorts cachés de la volonté divine. Autrement dit, là, c'est un des premiers événements de cette nature qui nous a fait nous interroger sur les humains face aux catastrophes et surtout comment les éviter. Je commence à voir un peu le côté philosophique. Là. On rentre là-dedans. Là. Il y a des philosophes comme Emmanuel Kant qui tentent de trouver des explications plus pragmatiques aux désastres naturels de la sorte, puis des théories sur leur cause pour que, justement, l'humain puisse mieux s'en protéger à l'avenir. Pour d'autres, par contre, c'est la guerre. D'un côté, on a Voltaire qui va supposer que ce genre d'événement, c'est le fruit du hasard. Pour lui, l'idée d'une punition divine, ça tient pas la route et il l'exprime très bien dans cet extrait d'un poème qu'il a écrit et que je vais vous lire. « Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant. Lisbonne qui n'est plus, eut-elle plus de vices que Londres, que Paris plongé dans les délices? Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. » En gros, ça vois-tu sa plume, je l'aime plus à lui que l'autre monsieur de tantôt. Mais c'est ça, c'est quand même assez clair, là. Pour lui, ça n'a pas de sens que toutes les mauvaises personnes se retrouvent à Lisbonne. Ça n'a pas non plus de sens de punir des innocents. Fait que ce poème-là, oui, c'est un message d'empathie pour les victimes, mais surtout, c'est une réflexion philosophique. Il va remettre en question des théories comme celle de l'optimisme du philosophe allemand Leibniz, qui croit que Dieu est parfait, qu'on vit dans le meilleur des mondes, etc.,
Et de l'autre côté, ben, on a Rousseau qui, lui, va affirmer que c'est la faute des humains qui ont rompu l'équilibre. Autrement dit, là, l'humain est responsable de son propre malheur. Et si Lisbonne a été si durement touchée par le tremblement de terre, ben, c'est qu'elle a été construite en défiant les lois de la nature. Hey, je pensais vraiment pas tomber dans un cours de philo dans cet épisode-là. Non, je trouve ça vraiment nice. Vraiment, je trouve ça super intéressant de voir que les gens, à l'époque, et encore aujourd'hui, sont pas capables de s'entendre sur leur vision des choses, tu sais. Ouais, mais en fait, ces philosophes-là, on le sait qu'il y avait des visions opposées, mais c'est rare qu'on les met en contexte avec une situation très spécifique qui a pu faire que des gens ont ensuite suivi ces philosophes-là puis leurs pensées. Donc, c'est un événement majeur qui a eu un impact sur les pensées, comme tu disais, littéralement. Oui, puis une situation qui a eu un impact sur une si grande quantité de personnes en même temps et qui va avoir un impact sur toute l'Europe, là, et on va y revenir après. Puis ce séisme-là, il va inspirer aussi le géographe Philippe Buache qui va créer un système de classification des tremblements de terre selon leur intensité. Fait que c'est pas tout à fait l'échelle de Richter, mais disons que c'est comme une prémisse A là, qui va... Je pense que même de nos jours, Richter, c'est plus tant utilisé. C'est une autre échelle, mais les choses évoluent, c'est correct. Je pense qu'on utilise encore l'échelle de Richter. Je pense qu'ils l'utilisent pour nous expliquer à nous, le commun des mortels, mais les vrais scientifiques travaillent autrement. C'est plus tout à fait d'actualité. Ouais, mais c'est bon de savoir qu'il y avait une autre échelle avant. Ouais. Bref, le cataclysme de Lisbonne est parmi les premiers à être appréhendé de manière plus scientifique parce que pour la première fois, on privilégie la raison et la science plutôt que la peur pour tenter d'expliquer ce qui semblait jusqu'ici inexplicable. Fait que c'est les débuts de la sismologie. Évidemment, on n'est pas encore aux plaques tectoniques et tout, là. Oui. Mais c'est ça, c'est les débuts. Puis c'est pas que la vision qu'on a des désastres naturels qui va changer, c'est aussi la façon de les gérer. On revient au marquis de Pombal. Lui aussi, il va adopter une approche scientifique dans la gestion des événements. D'abord, il va décider de sonder les curés du royaume au complet pour comprendre le déroulement du tremblement de terre, évaluer les dégâts, mais surtout savoir s'il y a eu des signes avant-coureurs. Et on va se servir de ces données-là pour mieux prévenir justement des futures catastrophes et trouver des solutions qui pourraient atténuer les dégâts si ça venait à se reproduire. OK. Fait qu'il n'a pas demandé au curé de dire y avait-tu des signes religieux vraiment? Y avait-tu des signes est-ce qu'on sentait, je sais pas, on a senti une petite secousse avant, par exemple, des choses comme ça. Il y avait un questionnaire de 13 questions pour justement essayer de voir, OK, telle personne pense ça, telle personne pense ça, puis selon son échantillon, c'est ça, il va faire une synthèse puis essayer d'en tirer des conclusions. Méthode scientifique, oui. Exact. C'est la première fois qu'un État va adopter une approche scientifique et statistique dans ce genre de contexte. Puis c'est aussi justement la première fois de l'histoire qu'un État va agir rapidement dans une situation d'urgence et prendre au sérieux là, son devoir d'assistance envers les victimes. Parce que Pombal, il va y aller par priorité. D'abord, il va assurer la sécurité de la population, puis ensuite veiller à la logistique de la reconstruction, là, une étape à la fois. Fait que du côté de la sécurité, il veut éviter que cette série de catastrophes-là, donc le tremblement de terre, le tsunami, les incendies, finissent en crise sanitaire. Pas besoin que la peste viennent se mêler de la partie non plus. Ce serait un peu trop. Donc, pour limiter les risques d'épidémie, c'est malheureux, mais il va faire brûler ou jeter en haute mer les cadavres qui ont été retrouvés dans les débris, parce qu'on sait que les cadavres peuvent contenir des microbes, des virus, etc., qui peuvent provoquer des maladies dans la population. Mettre ça dans l'eau, peut-être pas la meilleure des idées, mais l'effort est là. Ensuite, il y a des installations temporaires et de l'aide alimentaire qui vont être mises sur pied pour les personnes qui se retrouvent à la rue. Et enfin, la ville va être reconstruite autrement avec des matériaux plus solides, mais un style tout de même plus sobre pour économiser sur les fantaisies, là, parce que tu comprendras que faut tout reconstruire. Oui, c'est ça, quand t'as 85% de la ville à refaire, t'es pas genre comme on va faire quelque chose de merveilleux. Non, c'est ça. On est loin du Canada de fantaisie. Exactement ça que j'allais dire. On est sur le Canada régulier. Exact. On voit alors apparaître les gaiola pombalina, donc les cages pombalines, si tu préfères. Ça, c'est une technique de construction où on intègre une cage en bois dans la maçonnerie, parce qu'à l'époque, on se rend compte que la maçonnerie, elle est plus efficace face aux incendies, mais que le bois, selon sa configuration, résisterait mieux à la force d'un tremblement de terre que la maçonnerie. Fait que là, ils mettent les deux pour... Exactement. On unit les deux pour obtenir le meilleur des deux mondes, en fait. Oui, parce qu'il y a eu les deux problèmes, en fait, là, dans cette situation-là. Le plan de la ville y est aussi repensé. Là. Les rues autrefois étroites et en serpentin deviennent plus larges et sont recréées en quadrillage. Donc, c'est beaucoup plus simple au niveau urbanistique. Fait qu'une des rares villes d'Europe bien structurées. Oui.
Il y a des militaires aussi qui sont dépêchés sur place pour contrôler les sorties de la ville. On veut pas que toute la population s'exile, que ce soit pour une retraite chez les Jésuites ou autre. Là. Après tout, on a besoin de gens pour tout reconstruire. Ouais. Et autre tactique dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines, mais qui m'apparaît bien plus justifiable dans ce cas-ci, à l'époque, il y a une série d'accords qui fait en sorte que le Portugal est très dépendant de l'Angleterre. Fait que l'État impose une taxe de 4% sur les produits importés pour aider au financement de la reconstruction. Puis c'est aussi une façon de s'affranchir de cette dépendance. Et en contrepartie, on encourage la pêche en retirant les taxes sur le poisson là, au Portugal. Ouais, ben 4%, c'est pas si pire par rapport à ce qu'on parle de ce temps-ci. Oui, c'est ça. Ça va, c'est acceptable. On s'entend que c'est pas le premier séisme à secouer la planète, là, mais il s'agirait quand même du premier de cette envergure à toucher une capitale occidentale. Puis c'est aussi que même si le plus gros des dégâts a eu lieu au Portugal, ben la côte marocaine aussi a été touchée, hein, parce qu'on se rappelle, c'était à 200 km oui, c'est sûr que le Maroc, c'est pas très loin, là. C'est ça. Puis il y a certaines sources qui mentionnent même que ça se serait rendu jusqu'à notre côté de l'Atlantique, parce qu'on a retrouvé des sédiments en Martinique, et selon les archéologues, ben ils proviendraient de cette secousse-là. OK, quand même. Fait que c'est assez majeur. Oui, non, c'est ça. C'était un gros séisme, là. Puis pourtant, on n'en entend jamais parler. Ben, je veux dire, ça fait quand même assez longtemps, là. C'est oui, mais je sais pas, ça a quand même été un gros parce événement. Qu'on est en Amérique du Nord, là, peut-être qu'on n'entend pas. Ce séisme-là, il va aussi chambouler le monde entier parce que les 4 éléments ont joué un rôle. Hein. La terre a tremblé, l'eau du tsunami a inondé la ville, le feu a tout détruit à l'aide du vent. Fait que tous les éléments. Où était l'avatar, le maître de l'air pendant ce temps? Ben, je sais pas il était où le maître de l'air, mais Miguel Tiberio Pedegache, un correspondant à Lisbonne qui a vécu l'événement, il avait écrit dans le journal « Imaginez-vous les 4 éléments ligués contre nous et se disputant entre eux nos ruines. » OK, fait que, mettons, c'est un point de vue positif. C'est ça. Tu comprends pourquoi ça a fait le tour du monde et des médias de l'époque. Faut dire aussi que les séismes au 18e siècle sont encore compris de la même façon qu'ils l'étaient à l'Antiquité. Aristote y évoquait la théorie pneumatique. Pneuma veut dire souffle. Donc, pour lui, un tremblement de terre, ce serait en quelque sorte le résultat de la Terre qui cherche à rejeter de l'air contenu dans ses sols. Cette théorie-là régnait encore au moment du séisme de Lisbonne, hein, mais avec une légère variante. Plutôt que des vents, on parlait de gaz issus de l'inflammation de matières combustibles qui étaient dans le sol, comme le soufre ou le bitume. Bref, on parlait pas encore une fois des plaques tectoniques qui ont été plutôt découvertes au 20e siècle. Mm-hmm. Mais cette théorie-là, ça faisait quand même 23 siècles là, qu'elle subsistait. Là. C'est fou quand même comment les choses ont évolué, mais vraiment dans un court laps de temps dans l'histoire, là, oui. Quand tu le vois comme ça. Là. Complètement. Puis pour la petite histoire, en 1759, donc 4 ans après les événements, Pombal y a fait emprisonner Malagrida parce qu'il était suspecté d'avoir orchestré un attentat contre le roi. Le prêtre a fini étranglé et brûlé en 1761, même s'il avait encore bien des adeptes. Et son texte sur les causes du tremblement de terre de 1755, dont je t'ai lu un passage, il a également été réduit en cendres pour éviter justement la propagation de ses idées. Fait comme quoi que c'est pas parce que t'es religieux que t'es une bonne personne. Non, c'est ça. Deuxième événement, et je te promets que ce sera beaucoup moins long, parce qu'il y a pas 12 catastrophes en une, là. Il y en a juste une. Il y en a juste une. C'est le grand incendie de Londres qui s'est produit entre le 2 et le 5 septembre 1666, donc on recule un petit peu dans le temps. Puis lui, ben on en a entendu plus parler. En tout cas, moi, je connaissais de nom. Je pourrais pas te dire tout ce qui s'est passé, mais... Est-ce que tu as une idée de l'impact que ça a eu sur nos vies? Ben, ça l'a brûlé Londres, et ça l'a fait que des gens étaient peut-être plus pauvres. Ouais. Mais c'est pas mal ça, je peux te dire. Ben, je pense que je vais t'apprendre quelque chose qui va vraiment te surprendre. D'accord. La capitale anglaise compte alors 500 000 habitants, puis l'Angleterre accumule les révolutions à l'époque. Mais c'est aussi un pays construit sur le bois, la paille, le goudron et la résine. Et bizarrement, durant l'été 1666, il pleut pas beaucoup à Londres. C'est drôle, j'ai dit exactement la même chose dans l'épisode où je parlais de la grande puanteur de Londres. Les catastrophes à Londres sont dues au fait qu'il pleut pas. Exactement. Faites attention, là, s'il annonce pas de pluie à Londres, vous devriez partir. Bref, tout ça pour dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'une petite étincelle vire en incendie majeur, hein? Et c'est exactement ce qui se passe dans la nuit du 2 septembre. Vers minuit, il y a des flammes qui apparaissent dans une boulangerie de la rue Pudding Lane. Puis ça prend pas de temps Pudding Lane! Pudding Lane, oui!
ça prend pas de temps avant que le feu ne se propage dans tout le quartier. À ce moment-là, le maire de l'époque, Thomas Bloodworth, il semblait pas plus préoccupé que ça de la situation, puisque ses premiers mots étaient « Une femme éteindrait ce feu en pissant dessus ». Ah oui, là, t'es sûr que ça va être bien géré comme incendie, c'est ça, puis c'est une très belle citation à sortir en cette journée internationale du droit des femmes, hein, parce qu'on sort cet épisode le 8 mars. C'est vrai. Fait que, heureusement, on a fait un bout de chemin depuis. Pas tout, mais un petit bout quand même. Mais bon, revenons à nos moutons. Le feu se répand tout le long de la Tamise, réduisant les bâtiments de bois en cendres et faisant exploser les réserves de pétrole. La Tamise, pendant ce temps-là, regarde ça, fait comme... Exact. Le gouvernement exige la destruction de plusieurs quartiers qui ont déjà été trop affectés par les flammes et procède à un recrutement de masse de pompiers. En fait, c'est plus des citoyens volontaires, là, parce que les pompiers existent plus ou moins à l'époque. Là. Après 4 jours, il reste plus grand-chose au feu pour se nourrir et se raviver. L'incendie prend fin après avoir détruit près de 90% des habitations. En même temps, en 1666, comme je vous dis, oubliez les pompiers, ça existe pas vraiment. Là. On tente littéralement d'éteindre des feux avec des seaux d'eau là, ou des pots de chambre. Là, avec des femmes qui pissent, apparemment. C'est ça, c'est selon. On dénombre 13 000 maisons détruites par les flammes, 88 000 sans-abri et 8 morts. Donc, c'est pas énorme au niveau de la fatalité. Morts, c'est quand même surprenant. Mais ça a quand même des répercussions parce que, comme je te dis, il y a quand même 90% du monde qui ont perdu leur habitation. Là. Oui, ça fait beaucoup de sans-abri, ça. Ouais. L'architecte Christopher Wren se voit confier donc la reconstruction de la ville, mais toutes ses idées de grandeur verront pas le jour parce que la plupart des propriétaires de l'époque cherchaient pas nécessairement l'innovation, là, ils voulaient juste une réplique de ce qu'était la ville avant l'incendie. Mm-hmm. Bon, il y a quand même quelques ajustements, là, dont le fait qu'on remplace de plus en plus le bois par de la brique et de la pierre, puis on élargit encore une fois un peu plus les rues. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu dans cet événement-là, tu comprendras, et qui en sont également traumatisés. Puis Nicolas Barbon, un médecin et économiste anglais, il se met à investir dans la construction, puis il est riche. Et il y a beaucoup d'objets de valeur. Et il y a plusieurs investissements immobiliers. Et il voudrait pas prendre le risque de tout perdre dans un éventuel incendie si ça venait à se reproduire. Fait qu'il a l'idée de créer les assurances habitation. Ah, c'est venu de ce monsieur-là qui a peut-être perdu... En tout cas, mais il veut faire de l'argent sur le dos du monde qui perd. Ouais, en tout cas, là, mais... Parce qu'au jour, on s'entend, mais Ouais, en fait, le concept d'assurance, il existe déjà, mais seulement pour le commerce maritime. Fait qu'il fait juste l'adapter pour couvrir des dégâts causés par un incendie au niveau des habitations. Et c'est comme ça qu'en 1680, il crée la première compagnie d'assurance moderne, le Fire Office. C'est pas compliqué, là. Les clients payent une fois par année un pourcentage de leur loyer, soit 2,5% pour les habitations en briques et 5% pour celles en bois, parce que tu comprendras que le bois brûle plus que la brique, là. Fait que le gars déjà riche commence à ramasser l'argent pour les assurances. Exact. Selon un article de l'actualité, la compétition a commencé à arriver un petit peu plus tard, là, plus vers 1690-1700, puis le fonctionnement était vraiment différent d'aujourd'hui, parce que lorsqu'il y avait un feu, c'est la compagnie d'assurance qui se déplaçait pour l'éteindre à l'époque. Ah, OK. Je veux vraiment pas perdre d'argent. Ouais, exact. Mais c'est que les maisons assurées, ils étaient identifiées par une petite enseigne de métal sur la façade, là, ce qu'on appelait une plaque d'incendie. Puis si une compagnie éteignait le feu d'une maison qui était assurée par une autre compagnie, ben généralement, elle se faisait rembourser par la compagnie qui l'assurait la maison. Puis si on se rendait sur place et que la maison était pas assurée, ben on la laissait brûler. Mais ça vaut pas la peine, j'ai pas d'argent là-dedans. Là, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas que le feu qui peut causer des dommages à une maison, puis t'as bien raison. Par contre, il va falloir faire preuve d'un peu de patience parce que les premières compagnies d'assurance à couvrir incendie, inondation, foudre, vol, name it, elles vont apparaître seulement en 1950. Ah oui, OK. Ouais. Fait que disons que les gens étaient dans merde. Alors. Ouais. Puis au Canada, la première compagnie d'assurance à apparaître, c'est à Montréal en 1804. Fait qu'il y a eu quand même un bon 100 ans avant qu'on se préoccupe des maisons au Québec. Là. C'était pas encore assez gros comme pays. Non, puis il y a eu beaucoup de changements, disons, de direction du pays avant ça. Mais c'est quand même surprenant. Ouais, puis il y avait de l'espace là, pour brûler des maisons puis reconstruire. Reconstruire à côté. Il y en a encore là, de l'espace au Canada. L'assurance habitation, c'est aujourd'hui pas une obligation, comme vous le savez, même si elle est souvent exigée, surtout dans le cas d'un prêt hypothécaire, par exemple.
Mais rassurez-vous, les pompiers ont le devoir d'éteindre tous les feux, que vous soyez assurés ou non. Ne vérifie plus. Maintenant, c'est réglé. Il n'y a plus de plaques, rien. Ah, c'est ça. Fait que voilà mes 2 événements dont je voulais te parler aujourd'hui. Mais écoute, quand même surprenant tout ça. Ouais, surtout le côté psychologique, j'ai vraiment aimé là, pour Lisbonne. Et les compagnies d'assurance, venues d'une catastrophe. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, là, mais... c'est pratique. Mais c'est ça, c'est des compagnies d'assurance. Mais écoute, merci pour ta partie, Hélène. C'était super pertinent. Mais parfois dans la vie, les catastrophes sont naturelles. Ouais. Mais la véritable catastrophe sur cette terre, c'est souvent la race humaine, et rien n'illustre mieux cette absurdité que certaines guerres déclenchées pour des motifs si débiles qu'on a parfois de la difficulté à y croire. Hein? Mm-hmm. Du moins, c'est encore une fois la prémisse sur laquelle je me suis lancé littéralement aujourd'hui, pour me rendre compte que la majorité des conflits absurdes, dont le fameux livre que je parlais au début, quand j'ai creusé dedans, sont finalement souvent beaucoup plus dark qu'initialement anticipé, ou finalement pas si vrai que ça quand tu fouilles comme il faut. Ouais, c'est ça, t'as l'impression, tu lis le titre de la guerre, pis t'es comme ça va être funny, puis là c'est comme, non, finalement c'est super dark, puis cette affaire-là, au final, c'était un des pays qui essayait de discréditer l'autre en donnant, genre, comme, regardez comment sont caves d'avoir déclaré cette guerre-là. Donc, si quelqu'un vous parle un jour de la guerre des langoustes, de la guerre du chien errant ou encore de la guerre des pâtisseries, bien, vous pourrez leur dire qu'ils sont victimes de propagande puis que c'est pas réellement des guerres rigolotes malgré leur nom. Vous pourrez ensuite référer ces personnes-là à cet épisode-ci pour leur dire « ça, c'est vraiment des guerres funnées ». Puis vous pourrez leur dire de nous écrire sur nos réseaux sociaux pour nous demander de leur expliquer pourquoi ces fameuses guerres-là étaient pas si funny que ça. Ben oui. Fait que ça pourrait être un 2e épisode. Oh! Intéressant. Mais là, on va se concentrer sur 4 guerres qu'on peut qualifier comme plus loufoques. Mm-hmm. Bien que, on va comprendre que la guerre, c'est jamais nice, puis, on est Sauf la guerre des tucs. Oui, mais ces guerres-là, on est capable d'en rire car on a une certaine distance avec elle. Tu sais, si, mettons, Cléo, c'était notre chien, on rirait pas mal moins de la guerre des tucs. Complètement. Donc c'est voilà. la loi de la proximité, ça. Exact. Fait que, tu sais, apprendre avec des pincettes dans tout ça. Mais voici 4 guerres un peu plus absurdes, du moins, mais pour toutes des raisons un peu différentes. Ouais. Tu vas voir. Commençons d'ailleurs avec le premier conflit dont je voulais te parler aujourd'hui, Hélène, qui est près de nous géographiquement, mais un peu moins dans le temps. Ce conflit est surnommé la guerre du cochon et a eu lieu entre les États-Unis et le Royaume-Uni en 1859 dans ce qu'on appelle aujourd'hui les îles San Juan, près de l'île de Vancouver. OK. Fait que c'est un territoire américain aujourd'hui, mais c'est des petites îles qui sont une petite archipel d'îles miniatures je connaissais pas du tout. Dans le coin. Je pensais que t'allais me dire que c'était relié à la baie des cochons, puis... Non, pas du tout. Faut savoir qu'à l'époque, les deux se disputent encore à savoir ce qui appartient à qui au niveau de certains territoires. Parce qu'on s'entend, je parle des Britanniques, mais c'est surtout le territoire du Canada qui, on dit plus un territoire britannique que le Canada à l'époque. On est à quelle époque? 1859. OK, ouais. Fait que juste avant la Confédération, en fait. Exact. Donc, une des séparations déterminées 13 ans avant le conflit utilisait un canal pour diviser leur territoire. Fait que dans le fond, c'est comme qu'est-ce qui est d'un bord du canal, c'est à moi, qu'est-ce qui est de l'autre bord, c'est à toi. Ouais. Mais là, finalement, ce canal-là se séparait en 2 des 3, puis là, personne ne s'entendait à savoir si, finalement, cette île-là est à moi, c'est à toi. Fait que on s'attardera pas là-dessus, mais San Juan, ça rentre là-dedans où personne ne s'entend nécessairement c'est à qui cette île-là. OK. Le conflit en soi a commencé tandis qu'un fermier états-unien, ou je vais dire états-unien au lieu d'américain, il ne mérite pas d'avoir le titre d'américain en ce moment, le fermier Lyman Cutler s'est installé sur les îles de San Juan comme il considère que c'est un territoire de son pays. Sauf que bien entendu, il n'est pas seul sur cette île-là. Il est aussi entouré d'Anglais, dont un autre homme nommé Charles Griffin. Donc, fait que là, ils vont se faire la guerre, les deux? Presque, parce que Lyman, c'est un fermier, il possédait des terres, tandis que Charles, lui, possédait plutôt des cochons qu'il laissait se promener un peu sur l'île. OK. Sauf que un de ces fameux cochons-là, il avait la fâcheuse manie de venir manger les patates de Lyman, tu comprends? Ah là, c'est sûr, Lyman, il est fâché, là. C'est ça. Puis Lyman, il vient des États-Unis, hein? Fait qu'il a sorti son gun, puis il a tiré le cochon. Oh non, c'est pas fin, ça. Puis l'histoire dit pas vraiment s'il avait averti Charles à plusieurs reprises avant, mais disons que... Je pensais que t'allais dire l'histoire dit pas s'il avait averti Charles qu'il allait tuer son cochon drette là. Non, mais qu'il l'a peut-être pas averti que d'arrêter que ton cochon vienne chez nous.
Mais disons que Charles était en beau fusil d'avoir perdu son bacon. Oh my God! Elle est bonne. Je suis d'accord. Lyman, il se sentait peut-être un peu mal, ou du moins voulait calmer le courroux de son voisin, fait qu'il a décidé d'offrir 10$ à Charles pour la perte de son cochon. Bon, en 1859, quand le prix du bacon devait être moins élevé, là. Sauf que Charles, lui, il réclame plutôt 100$. Ouais. Si on fait la conversion, là, c'est équivalent de 3500 aujourd'hui pour son cochon. Fait que c'est quand même... Je sais pas combien vaut un cochon, mais... sûrement pas 3500, en tout cas. Sûrement pas 35$ non plus, là. Anyway, Lyman, lui, était complètement outré de la demande de Charles, puis il voulait pas payer cette somme astronomique, fait qu'il a décidé de contacter les autorités qui habitaient sur le continent pour l'aider à remédier à la situation avec son voisin. OK. Loin d'être à une époque où la police vient observer les dégâts sans rien faire comme aujourd'hui, puis parce qu'on parle encore une fois des États-Unis, ils ont envoyé 66 soldats pour occuper l'île. Sur une île où il y a 2 personnes il y a sûrement d'autres personnes, là, mais il y a 2 personnes qui se chicanent. Fait qu'eux, ils envoient 66 soldats pour occuper l'île et déclarer que c'est une terre américaine. Aucune overreaction de leur part. Puis bien entendu, les British sont encore à leur époque de power trip de colonisateurs. Fait qu'ils ont aussi réagi de façon démesurée. Fait qu'ils ont rétorqué en envoyant 3 navires de guerre. Plus elle a continué d'escalader jusqu'à ce qu'il y ait 461 soldats américains sur l'île et 5 bateaux britanniques, tous prêts à ce que l'autre fasse un move. Hey non, mais tout ça pour un cochon qui a mangé une patate, là. C'est ça. Au final, c'est devenu plus une question de territoire qu'une question de cochon. Mais oui. Il y a personne qui s'est battu, in the end, malgré tout, mais il y a eu du gros bombage de torse, disons, entre les 2 pays. Puis la conclusion des négociations aura finalement été que les 2 pays puissent bel et bien occuper l'île pendant une certaine période, jusqu'à ce que finalement elle soit cédée aux États-Unis en 1872. Aucune compensation semble avoir été donnée à ni un ni l'autre des 2 hommes qui sont les initiateurs de cette guerre, mais elle est quand même restée dans les esprits, puis on l'a nommé en l'honneur de la seule victime, le cochon. Le cochon, c'est ça. Mais ça me fait penser parce que pour cet épisode, tu sais, j'avais pensé aborder le grand incendie de Chicago, puis je sais pas si tu sais comment, hypothétiquement, le grand incendie aurait justement... Pas à cause d'un cochon? Non. En fait, il aurait été provoqué par une vache, du moins selon le Chicago Tribune, qui accusait Daisy d'avoir fait tomber une lampe de kérosène dans l'étable où elle goûtait. Daisy. Puis en vérité, c'est ça, on n'a jamais su la cause exacte, mais c'était facile d'accuser cette vache-là parce qu'elle appartenait à une famille irlandaise, puis à l'époque, il y avait comme un petit peu de tension. Là, entre c'est exactement ce qui arrive avec les autres guerres que j'ai décidé de tasser parce que c'était des affaires comme ça où c'est clairement, ils essayent d'accuser les autres plutôt que quelque chose qui s'est peut-être réellement passé. Exactement. Allons plutôt maintenant à la deuxième guerre dont je voulais te parler aujourd'hui, qui, honnêtement, fait partie des guerres plus compliquées que son catalyseur, mais méritait quand même une mention spéciale, tu vas voir pourquoi, non seulement en cause du catalyseur, mais aussi parce qu'il y a une certaine pertinence dans la situation globale actuelle. Mm-hmm. Du coup, je vais tenter de vous résumer la situation et en mener à cette guerre du mieux que je peux, même si je suis très loin d'être un expert sociopolitique. Là. Fait que... Ah non? Non. Mille excuses si j'oublie ou passe outre certains éléments qui pourraient être jugés importants. Vraiment, je fais de mon mieux dans le temps imparti, disons. Donc, le conflit en question implique 2 pays voisins d'Amérique centrale, le Salvador et le Honduras, au milieu des années 60. Les 2 pays avaient 2 situations démographiques quand même très différentes. Le Salvador comptait une population de 3,7 millions d'habitants, vivant dans 23 000 km², tandis que le Honduras, il y avait une population de 2,6 millions d'habitants, donc 40% plus petite, sur un territoire 5 fois plus gros. Comme le Québec et la France, en fait. Genre. Mais tu comprendras par contre que les Salvadoriens commençaient à se sentir coincés dans leur petit territoire. Puis si c'était pas assez, ils se retrouvaient d'autant plus dans une situation précaire par le fait que 2% de la population possédait 60% des terres. Vive l'oligarchie. Là, oui. Du coup, ce sont pas moins de 300 000 Salvadoriens qui ont déménagé au Honduras à la recherche d'une meilleure vie dans les années 50 et 60. Donc, essayer d'avoir des terres, etc. Et étais-tu bien accueilli, les Salvadoriens qui ont traversé la frontière? Sauf que là, c'est ça, le Honduras avait plus d'espace, certes, mais le pays faisait lui aussi face au même problème où une minorité de gens possédaient les terres du pays, puis les gens commençaient à se fâcher. Ce qui est compréhensible. Oui. Fait que là, qu'est-ce que tu fais quand tu fais partie de l'élite, puis tu veux pas te faire pointer du doigt comme étant la cause du problème d'équité et de pauvreté dans ton propre pays? Tu pointes quelqu'un d'autre.
Effectivement, tu pointes quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les immigrants qui squattent tes terres, bien entendu. Ah ben oui, évidemment, c'est tout le temps la faute des immigrants, tu sais. Exact. À prendre avec sarcasme, là, by oui, the way. exact. Là. Les tensions montent donc rapidement entre les deux nations au travers les années, puis c'est des dizaines de milliers de Salvadoriens qui vont être expulsés du pays et forcés de vivre dans des camps de réfugiés. Quelle horreur. Oh mon Dieu. Là, comme je vous dis, je mets ça de façon grossière, là, il y a d'autres subtilités dans tout ça. J'ai hâte de voir... Mais c'est ça qui met la table pour la suite des choses. Puis ben là, on se retrouve en juin 1969, tandis que les deux pays doivent s'affronter pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ah, sainte. Et Dieu sait comment le soccer, ben, ça a de l'importance dans ces pays-là. Oui. Hein? Ben, c'est comme le Super Bowl là, aux États-Unis. Là. Ah, c'est un autre niveau quand même. Là. Des fans de soccer qui font des meurtres puis qui se battent, c'est partout à travers le monde à chaque année. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que c'est tellement un sport universel que, tu sais, mettons, en Amérique du Sud, ils le pratiquent vraiment beaucoup, en Afrique aussi, dans plusieurs pays, en Europe, exact. Tout ça, que... Mais disons que les passions sont très élevées. Mm-hmm. Et quand tu as deux pays qui sont déjà en conflit avant, ça finit peut-être par dégénérer. Le premier match a lieu au Honduras et l'équipe salvadorienne se fait harceler par les fans la veille du match. Ils sont empêchés de dormir toute la nuit. Le Honduras finit par gagner 1-0. Ah mon Dieu! Les fans salvadoriens qui étaient sur place sont en colère, puis ils allument des feux dans le stade. Quelque chose de... C'est une pratique courante, là. Exact. Jusqu'à présent, il n'y a rien de surprenant. Ça reste tout de même là jusqu'au deuxième match, ayant lieu, là, cette fois-ci, au Salvador. Il y a une émeute qui se déclenche devant l'hôtel où loge l'équipe du Honduras, menant à plusieurs décès. Dans l'équipe des joueurs? Non, dans les gens présents pendant l'émeute. Je dis, OK, c'est pas tant mieux, là, mais... Mais c'est ça. Classique dimanche chez les fans de soccer, encore une fois, malgré tout. Finalement, le Salvador l'emporte 3-0. Okay. Donc là, c'est 1-1 dans les victoires des deux côtés. Ouais, dans l'espèce de série, là. Exact. Les tensions sont donc très élevées à ce moment-là, mais on a toujours besoin de faire un dernier match pour les départager. Celui-ci se passe cependant en terrain neutre, soit à Mexico. Puis là, la veille du match... Là, tu me dis que le Mexique embarque dans la guerre en plus. Non. Mais t'as le Salvador qui rompt tous ses liens diplomatiques la veille du match avec le Honduras et accuse le pays de prendre part à un génocide. Tu sais, des petites accusations, rien de... rien là. Et ben par la suite, après ces belles accusations-là, le Salvador l'emporte 3-2 en overtime. Puis là, c'est là que all hell breaks loose. Là. Okay. Ça dégénère complètement à la frontière entre les deux pays. Il y a des affrontements à différents endroits sur la frontière. L'ampleur des premiers combats reste difficile à déterminer parce que là, encore une fois, il y a beaucoup de propagande, mais des deux pays en disant « eux m'ont attaqué, c'est eux qui ont commencé, blablabla ». Mais tout ça finit par vraiment partir en couille, là, littéralement. Non, mais c'est sûr, là, je veux dire, nous, on vire crackpot quand il y a un match de la Coupe Stanley ici, puis on est reconnu pour être un peu plus pacifique. Puis on n'est pas en guerre, puis disons que, mettons, la Coupe des 4 nations, ça quand même, les passions ont été élevées malgré tout entre le Canada et les États-Unis. Ben oui, disons. complètement, là, mais je veux dire, on n'a pas... Non. Parce qu'on n'est pas autant en guerre pour l'instant. Oui, disons. c'est ça. Pour l'instant, est le mot-clé ici. Mais au final, les affrontements vont durer pendant 4 jours, faisant 3000 morts, 15 000 blessés, ainsi que faire perdre 50 000 foyers. La guerre entre les deux pays va finalement cesser après que l'Organisation des États américains les ait forcés à signer un cessez-le-feu. Puis au final, on va donner 2 noms à cette guerre-là. La guerre de 100 heures, en référence, oui, à la guerre de 100 ans, mais aussi le fait que ça a duré 4 jours. Mais on l'appelle aussi la guerre du football, parce que bien qu'il y avait énormément de tensions avant, ben le catalyseur, ça a bel et bien été du soccer. Ouais. Tu m'aurais dit, dès le début, que ça s'appelait la guerre du football, avant de tout me raconter ça, puis j'aurais fait comme... Bon, c'est quelle partie du Super Bowl là, qui a pas bien été? Puis le football... le football, plus européen. Le vrai. Ouais. Donc, voilà, toute comparaison que vous avez en tête actuellement sont voulues. Donc, c'était volontaire de ma part que vous pensiez à ça. Mais je me fais un devoir de vous changer les idées avec les 2 prochaines guerres qui sont beaucoup plus loufoques, histoire que vous terminiez votre journée de bonne humeur. Donc, voilà. Nice! Dans la vie, il y a plusieurs choses qu'on peut oublier, comme ses clés, l'anniversaire d'un ami, ou encore ce qu'un animateur de podcast vient de vous parler. Mais une chose qui est rare qu'on oublie, c'est le fait que tu es en guerre avec un autre pays. Non, arrête, ça se peut pas, voyons non. Oui,
Quoi? C'est tout de même surprenamment arrivé entre le Danemark ainsi que la commune de Huescar en Andalousie. C'est quand même loin, là, les deux, là. Ouais, Ils partagent pas de frontières, à ce que je sache. Je t'explique. Cette guerre a commencé en 1809 pendant les guerres napoléoniennes. Ouais. Pendant celle-ci, Napoléon, il avait décidé d'entre autres envahir l'Espagne, because why not? Je suis Napoléon, là. Oui, oui. Par le fait même, il y a de nombreuses villes d'Espagne, dont Huescar, qui ont individuellement elles-mêmes décidé de déclarer la guerre à la France et ses alliés. Donc, pas juste le pays, mais il y a des villes qui ont fait des déclarations de guerre. Ouais. Tu comprendras donc que le Danemark faisait partie des fameux alliés français. Fait qu'ils ont reçu une déclaration de guerre de la part de Huescar à ce moment-là. L'affaire, c'est que Huescar, ils ne sont pas vraiment envahis par l'armée de Napoléon, puis déclarent simplement la guerre par solidarité au reste du pays. Donc, il y a d'autres gens qui se battent. Mais eux, ils n'ont pas nécessairement d'armée ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste symbolique à ce moment-là, même si ça touche pas leur partie du pays. Puis ils font pas vraiment d'action militaire là, dans cette guerre-là. Un village d'irréductibles gaulois andalous. Oui, mais qui se battent pas. Donc, oui, mais qui déclarent la guerre, en tout cas. Mais par symbole, c'est correct de faire... si ton pays se fait attaquer, on dirait que je sais pas. Non, mais c'est parce que dans ma tête, si ton pays est en guerre, t'es en guerre Oui, aussi. mais on est en 1800, c'est différent. T'sais, à cette époque-là, il y a des plus petits... Les villages, ça a quand même une puissance différente d'aujourd'hui, là, on s'entend. Je comprends. Mais tout ça pour dire que c'est peut-être pas nécessairement la ville qui suit le plus la situation de la gang, est quand même pas full dans l'action. Pour preuve, ce n'est que 172 ans plus tard, en 1981, tandis que des historiens sont retombés sur les documents attestant de la déclaration de guerre, qui se sont rendus compte que ils n'ont jamais résolu la guerre. Mais je comprends, là, en 172 ans, que t'oublies là, que t'es en guerre avec Non, mais il aurait dû le faire dans les années qu'il y a eu la paix. Mais il n'y a personne à la mairie qui a circle back avec le Danemark pour leur dire que tout était chill finalement puis qu'on voulait faire la paix. Probablement d'ailleurs que le Danemark avait quant à lui plus été préoccupé par la paix avec l'Espagne comme pays, justement, plutôt que par la ville. Puis, ils n'ont pas non plus reach out à la ville. Peut-être une fois qu'ils ont fait la paix avec l'Espagne, ils ont juste assumé que vu que la ville est en Espagne... Mais vu que ça a été fait séparément, tu pourrais dire, peut-être que l'Espagne a fait la paix, mais cette ville-là voudrait justement continuer d'être les petits Gaulois. Mais non, c'était pas le cas, ils ont juste oublié. Fait que tout ça pour dire que les autorités de la ville ont tout de même décidé de rectifier le tir à ce moment-là, en 1981, en contactant le gouvernement danois, histoire de signer un traité de paix symbolique mettant fin à leur très longue guerre théorique. Il me semble, là, le Danemark qui reçoit l'appel « Oui, bonjour, on était en guerre, mais on veut juste vous dire qu'on l'est plus puis on est chill depuis 172 ans. » OK, je signe où? Je sais pas comment réagir, là. C'est comme si, genre, tu vas au conventum de ton secondaire puis il y a quelqu'un qui te rappelle un événement puis t'es comme... J'ai aucun souvenir de ça. C'est parce que j'aimerais ça officiellement casser de notre couple de quand on s'est tenu la main en secondaire 1. Exactement. OK. Que je suis même pas au courant qu'on sortait ensemble. C'est ça. Et ceci nous amène quand même malgré tout à notre dernière bataille du jour, beaucoup plus courte encore une fois, comme toi avec ta deuxième histoire. Parce que dans le dernier épisode, Hélène, tu nous parlais de Crésus. Oui! Le riche roi de la Lydie. Mais savais-tu que lui aussi est parti en guerre pour une raison stupide? Non, mais ça m'étonne pas. Inquiet par la montée de l'Empire perse, Crésus avait apparemment consulté l'oracle de Delphes en Grèce, le fameux oracle qui dit... Oui. Qui dit... Exact. Qui dit tout. Puis, il est allé valider avec l'oracle à savoir s'il serait capable de vaincre l'Empire perse si jamais ils entraient en guerre avec eux. OK. Parce que quand même... Ça me dit de quoi, je pense? Les Perses attaquaient quand même beaucoup, puis c'était un gros empire qui prenait de la place. À cela, l'oracle lui aurait répondu « Si vous traversez le fleuve Alice, un grand empire s'écroulera. » Boosté par la réponse de l'oracle, Crésus aurait alors rassemblé son armée pour finalement se faire démolir par les Perses. C'était sûr, c'était ça. L'oracle, il a pas menti à Crésus. Il a pas menti, il a juste pas dit c'était qui. Exact. Puis... apparemment, ça dépend là, des rumeurs et tout, mais il aurait reconsulté l'oracle, puis il aurait dit, c'est à lui de poser plus de questions pour savoir la vérité. Ouais. Parce que, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est une question à laquelle j'ai donné une réponse,
Mais voilà, donc ne jamais se fier à une réponse générique d'un oracle ou d'une voyante. Puis, tu sais, la voyante qui va te dire qu'une personne âgée dans ton entourage va tomber malade, là, comme oui, mais tu me dis pas grand-chose, ma chère. Là. C'est ça. Donc, toujours demander des clarifications, qu'on y croit ou non. Ouais. Mais en même temps, tu m'aurais dit aujourd'hui comme... D'après toi, quel empire est tombé avant la Lydie ou Perse? Moi, la Lydie, j'ai eu connaissance de cette existence-là dans notre dernier épisode. Là, mais c'était un grand empire, mais qui s'est fait manger par un plus grand. Oui, c'est ça, mais je veux dire, l'empire perse, pour moi, c'est énorme. Là. On en a entendu parler dans plusieurs tout ce qui récits. Là. Tout ce qu'on a gardé, c'est Crésus. C'est tout ce qu'on a gardé. Voilà, c'était mon top 4 de guerre phonée, ou plus ou moins, dépendamment laquelle. J'espère que ça vous a plu, puis vous a permis tout de même de rigoler, même si c'est des sujets qui n'amènent pas toujours à rire. Puis on vous promet d'ailleurs de rire davantage dans le prochain épisode, parce que spoiler alert, je vais vous parler de pourquoi on rit. Mais dis-en pas trop, William! Je garde ça comme ça, donc stay tuned! Mais si justement vous voulez écouter notre prochain épisode puis être sûr de pas le rater, exact. Vous savez ce qu'il y a à faire. Là. Si vous pouvez vous abonner. On est sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, YouTube! Puis, on est aussi sur les réseaux sociaux, hein? Mm-hmm. On publie du contenu, on essaie de publier 2 fois par semaine. C'est ça, mais des fois, c'est des extraits du podcast pour vous rappeler, hey, c'était bon, ça a l'air bon cet épisode-là. Exact. Mais des fois, c'est d'autres capsules complètement différentes, 1 minute où on explique quelque chose. Exact. Puis, on est sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, encore une fois, en short. Pas sur Threads encore, mais peut-être un jour. Oui, on est sur Threads. Oui, mais on publie rien. On publie rien, c'est ça. Peut-être un jour. Parce que c'est ça, c'est Threads. Mais pensez à nous suivre. Nous, ça nous fait super plaisir de vous voir embarquer dans cette aventure. Puis c'est littéralement notre paye là, avec ce projet-là. Oui. Puis sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Bisous, bisous. Bonne soirée. Bye!